Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Téléfoot, soirée à l'italienne, hier en championnat pour Nantes, Bordeaux et Monaco qui ont fait 0-0. Lens a été battu par Brest sur son terrain, c'est la surprise du jour. Les Nantais coulent donc dans ces conditions des jours heureux, même si hier soir ils ont été tenus en échec par ceux que Jean-Claude Siaudot appelle leurs frères jumeaux, que l'on pourrait appeler leur face B, l'équipe de Laval. Nous verrons 6 des 7 matchs dans cette émission, donc, mais nous allons commencer par le match de l'équipe de France, Portugal-France, qui a eu lieu mercredi. Vous avez été, je crois, assez nombreux à ne pas pouvoir suivre cette retransmission à cause de l'horaire, puisque le match avait lieu mercredi à 16 h. Alors nous allons revoir les moments importants avec Philippe Pouille. Alors je crois qu'on peut dire, Philippe, qu'avec le recul, il s'agit d'une victoire simple pour les Français contre un adversaire qui était très moyen, que les stars du mondial côté français n'ont rien perdu de leur talent, que les jeunes Fernandez, Ferreri et Stopira sont au diapason, de même que Tempé, et puis que les coqs maintenant sont à l'aise partout, même dans une cour de ferme. Oui, effectivement, et après votre belle image des coqs dans la cour de ferme, je vous propose de voir d'abord 2 petites cartes postales de ce match donc à Guimarães, Portugal-France. Et la première donc va être, vous l'avez dit, une cour de ferme si l'on veut, avec une tribune en construction, car le stade de Guimarães n'est effectivement pas quelque chose d'extraordinaire. Vous le voyez sur ces images. Une tribune en construction, malheureusement, le reste est complètement délabré. Et deuxième image aussi inhabituelle, puisqu'il s'agit de neige au Portugal. On espérait quand même pour un match international des conditions meilleures, un terrain de qualité, un stade qui correspond à une rencontre internationale. Mais je dois dire aussi que c'est pas mauvais que les joueurs n'aient pas toujours le confort, que les joueurs puissent s'aguerrir justement dans la difficulté. Difficulté, on a pensé pendant 6 minutes que l'équipe de France la rencontrerait face aux Portugais. La preuve, la première action dangereuse est à porter au crédit des coéquipiers d'Umberto. Dangereuse et superbe. Tête de Gomez et reprise de Chalana à côté, mais c'est beau tout de même. Malheureusement, les déboires portugais vont commencer sur l'action suivante avec un remarquable travail de Michel Platini. Il va réussir une superbe ouverture. Stopira prend toute la défense de vitesse et 1-0 pour les tricolores. Un but que vous allez revoir avec le commentaire de Stopira. Quand Michel Platini a eu le ballon, j'ai senti qu'il y avait un trou dans l'axe. Il me l'a mis impeccablement et j'ai fixé le gardien et je l'ai mis entre les jambes du gardien. Une fois que c'est marqué, on se dit bon, on a servi à l'équipe. Mais je pense qu'avant tout, le vrai buteur, je crois qu'il pense à lui. Et le bonheur de Stopira n'a pas l'air de faire celui de Bento, à moins que le gardien portugais ait une petite idée déjà de ce qui va lui arriver quelques secondes plus tard. Vous le savez déjà, les Français vont mettre un deuxième but qui ressemble beaucoup au premier, avec encore une ouverture de 40 mètres, signée Platini. Cette fois, c'est Ferreri qui grille toute la défense portugaise et qui marque acrobatiquement le deuxième but de la rencontre. Les joueurs et le public portugais sont KO. Ils réclament un hors-jeu. Ils ont tort. Vous allez voir sur ce ralenti, au moment du coup de pied de Platini, Jean-Marc Ferreri n'est pas en position de hors-jeu, mais il a remarquablement bien senti le coup. Et comme il va vite, que les Portugais, eux, mettent du temps à se retourner, c'est fatal. Ferreri marque son premier but en équipe de France. Et il vous dit sous toute son émotion de voir le tableau d'affichage olympique et super électronique marqué 2 pour la France. Regardez, modèle agréé pour les Jeux de 88 à Los Angeles. C'est avant tout dans la collectivité qu'il faut le remplacer ce but. On n'a pas tendance à penser plus à soi qu'à l'équipe de France sur le moment. Non, c'est une joie intense, c'est une joie intérieure qu'on essaie de communiquer à travers toute l'équipe. Mais ça fait énormément. À
À 2-0, la question est de savoir combien de temps les Portugais vont mettre pour se reprendre. Cette tête de Jordao aurait pu les aider à refaire surface, mais Amoros a sauvé sur la ligne, un petit peu comme il l'avait fait il y a quelques mois, vous en souvenez, en Coupe du Monde contre la Tchécoslovaquie. Les Français, eux, sont bien dans le match, à l'image d'Anis. L'Anis qui prend Virgilio de vitesse et qui échoue là sur Bento, bien sorti dans les pieds du Nantais. Vous voyez, les joueurs et les couleurs portugaises sont sérieusement chahutés. Le sélectionneur Otto Gloria a peut-être l'excuse de compter quelques absents de marque comme Néné ou Alves, mais il a aussi de la chance que son équipe n'encaisse pas un troisième but, notamment sur cette action. Giresse, Bossis, centre de Bossis et une reprise superbe de Ferreri. 2-0 donc à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Michel Hidalgo n'est pas trop soucieux. Il a raison, les Portugais ne sont pas très bons derrière et comme devant, ils ne sont pas très efficaces. Il n'y a pas trop de danger. Tout au plus permettent-ils à Jean-Pierre Tempé de se mettre en valeur, comme par exemple sur ce centre-tir de Virgile. Mais une chose est sûre, le gardien lavallois a été beaucoup moins sollicité que son vis-à-vis de Benfica, Bento, qui va encore réussir un bel arrêt sur cette reprise de Fernandez. L'équipe de France domine. Dans ces cas-là, on emploie le cliché habituel, domination insolente. Et bien avec ce petit numéro de Bossis, vous allez voir que c'est tout à fait l'expression qui convient. Dans la dernière partie de la rencontre, Michel Hidalgo a procédé à 3 changements, probablement pour qu'ils soient plus nombreux à participer à la fête. Quant à Otto Gloria, lui, c'est 4 remplacements qu'il a effectués, mais pas pour les mêmes raisons. Et les talents de danseur de Joao Pinto n'ont malheureusement pas amélioré la situation, bien au contraire. Vous allez le voir, les Français vont marquer un 3e but. Giresse 1-2 avec Platini, mais finalement c'est Stopira qui prend le ballon et qui marque. 3-0 pour l'équipe de France et 2e but personnel pour Yannick Stopira qui vous dit tout sur ce ralenti. Sur le 2e but, j'ai vu encore Michel qui avait le ballon et il avait vu Gigi. Et j'ai été plus rapide qu'Alain puisque je suis passé devant lui. J'ai vu le gardien sortir et je l'ai mis de l'extérieur du pied droit. Alors vous pensez maintenant que vous êtes installé pour longtemps en équipe de France? Oh non, je pense pas du tout. Non, je pense que je suis content parce que j'ai pas loupé ce rendez-vous. Je m'étais fixé de marquer et j'ai marqué. Je pense que pour y être pour longtemps, je crois qu'il faut réaliser plusieurs prouesses de suite et je crois que je suis peut-être content jusqu'au prochain match et le prochain match, il pourra refaire la même chose. Retour sur le match, 3-0 donc après 70 minutes de jeu et encore l'addition aurait pu s'alourdir notamment sur ce tir de Giresse, bien arrêté par Bento sous l'œil des buteurs de ce match qui sont tous sur le banc. L'équipe de France a de beaux jours devant elle. La moitié de cette équipe n'était pas au dernier mondial où la France avait été si brillante. Les Français vont encore avoir une occasion de marquer un but à la suite de cette tête de Platini pour Rocheteau. Bien démarqué, malheureusement, son tir passe à côté. Les Portugais vont avoir une réaction à la dernière seconde de la partie, mais sans plus de succès qu'auparavant. Ils ne sauveront donc pas l'honneur. À la suite de ce centre de Chalana, une de leurs plus belles occasions, centre de Chalana, tête de Gomez au 2e poteau, mais Gomez n'a pas pu redresser suffisamment. L'arbitre siffle donc la fin du match sur le score de 3-0. Les Français peuvent être euphoriques. Michel Platini en tête. De faire plaisir, de jouer le football que l'on sent. On parle tous à peu près le même langage, surtout au milieu de terrain. Donc si un jour ça tournait très très bien pour nous, je crois qu'on aura une des plus fortes équipes parce que on a un jeu d'attaque qui est exceptionnel. Je crois que le Brésil peut-être qui peut nous être supérieur. On sent le même football, on a une technicité extraordinaire. Bon, ça on l'a prouvé aujourd'hui, mais c'est les Portugais qui sont réputés pour des joueurs très techniques, donc on ne prépare tout le match. Maxime Bossis, comment s'est passée cette première comme libéraux en équipe de France? Ça s'est relativement bien passé. Disons que je m'attendais à une équipe portugaise plus saignante. Et après 10 minutes où il a fallu trouver un peu nos marques, on a très bien pris les attaquants portugais. On n'a pas pris de but et ma foi, c'est bien. Alors l'avenir de Bossis, il est à quel poste en équipe de France? J'en sais rien du tout. Disons que Marius va sûrement revenir très bientôt, puisqu'il commence déjà à trottiner. Ce que j'espère, c'est que à l'avenir, dans 1 an ou 2 ans, je fasse une deuxième carrière libéraux en équipe de France. Bien, prochain match de l'équipe de France.
23 mars au Parc des Princes contre l'URSS. Le championnat de première division maintenant avec la 25e journée. On a commencé par Monaco-Toulouse. Didier, est-ce que c'était un bon 0-0? C'était un 0-0 tristouné, c'est-à-dire que Toulouse avait annoncé la couleur en se présentant avec une tactique bien spéciale, le 4-5-1. Et devant cette tactique où on marque d'entrée et tout va bien, après le match est ouvert. Et puis si l'on piétine, comme cela a été le cas des Monégasques hier soir au Stade Louis II, eh bien il ne faut pas s'attendre à un match des plus passionnants, et vous allez le voir. Cela a été le cas. Il faut dire que Monaco est parti très doucement, à l'image de son arrière droit Puel, qui met 15 secondes pour tirer ce coup franc. Monaco qui joue donc sur la gauche de votre écran dans cette première mi-temps et qui va se créer tout de suite une belle occasion à la suite d'une erreur de deux planches. Vous voyez Couriol qui a voulu centrer pour Mengal, mais le centre n'était pas suffisamment appuyé. Des planches qu'il avait voulu donner à son gardien de but d'Angelo. Couriol avait bien anticipé, malheureusement. Il rate cette passe, on jouait depuis seulement 6 minutes. Et évidemment, si à cet instant de la partie, Monaco avait ouvert la marque, le déroulement de cette rencontre n'aurait sans doute pas été le même. Ici, une bonne occasion pour Zappo, contré au tout dernier moment par Vitalis, qui n'est plus capitaine de l'AS Monaco. Maintenant, c'est Manuel Amoros, qui était stopper hier soir, parfois libéré. Il alternait très souvent avec Vitalis. Toulouse qui joue à peu près de la même façon que Brest il y a 15 jours sur cette même pelouse du Stade Louis II. Encore ici une mésentente, ici une mauvaise passe de deux planches et Mengal qui préfère tirer. Mais Monaco, vous le savez, contre Brest avait mené déjà 3-0 après 18 minutes de jeu, alors c'était tout de même bien plus simple. Là nous en sommes toujours à 0-0, toujours une domination de l'AS Monaco bien sûr, mais ça ne va pas chercher bien loin. Regardez Puel maintenant ici. Bijota. Pour Couriol qui donne très bien à Mengal et finalement Récordier, une belle action collective de l'AS Monaco, mais le tir du jeune milieu de terrain monégasque est contré. De toute manière, il n'était déjà pas très puissant, alors D'Angelo n'est pas vraiment inquiété. On joue depuis maintenant une demi-heure de jeu. Coup franc tiré par Puel, qui récupère ici. Bijota. Les Monégasques qui ont eu le tort de ne pas assez écarter le jeu. On revient toujours vers le centre comme ici Couriol qui lance Mengal qui arrive légèrement un petit peu trop tard. Et à la mi-temps, le score était de 0-0 entre Monaco et Toulouse. Il faut dire tout de même qu'à Monaco, il y a beaucoup de blessés. Elstrom, Pécou, de la Montagne, Perret et Ingrippé. Roger Ricor. Meyer, ici à la suite d'une belle passe de Soler, est bien prêt d'ouvrir la marque sur contre-attaque, mais il pousse beaucoup trop son ballon, Léon Meyer. Allez, Léon. Et Monaco peut repartir. On se retrouve avec un coup franc. Alors qu'entre-temps, Christen au milieu de terrain remplacé Bijota, une tête de Barberis qui passe légèrement en dessous des buts d'Angelo. Mais tout cela n'a rien d'extraordinaire, vous le constatez. Et on s'ennuie vraiment dans les tribunes. Là, on va jouer il y avait un hors-jeu de Soler. Cela a été très discutable. Amoros qui porte donc le brassard. Il est dommage d'ailleurs que dans cette rencontre, Amoros n'ait pas joué arrière droit comme cela avait été le cas contre Brest, car il est très puissant. Ici, un bon tir de Récordier, vous voyez, qui aurait mérité un meilleur sort. Et Amoros, avec toute sa détermination, aurait pu inquiéter Toulouse en passant par les ailes. Il avait été à l'origine de 2 buts de Monaco contre Brest, les 2 premiers, je crois. Malheureusement, là, il était en défense centrale. Et il n'est guère monté. Couriol pour Récordier qui change complètement là-bas. Mengal qui remet au centre. Il y a 3 joueurs monégasques et c'est finalement D'Angelo qui est obligé de sortir et qui le fait ma foi très bien. Toujours 0-0. Une attaque de Monaco qui a du mal à trouver le chemin défilé. 0-0, cela avait été le score également la semaine dernière contre Cannes en Coupe de France. Dernier corner pour Monaco, dernière action et finalement un tir de Christen qui passe nettement à côté. Donc score final 0-0 entre Monaco et Toulouse. Et Stambouli qui, comme nous et comme les 2000 spectateurs présents, s'est bien ennuyé hier soir au stade Louis II. Pas de but pour ce premier match de championnat. On va enchaîner avec Auxerre-Metz que vous avez suivi, Christian Vella. Et là, il y avait face à face les 2 meilleurs buteurs du championnat, c'est-à-dire Crémo et Zarmac. Alors je suppose que là, on va avoir des buts. Oui, on a eu des buts et les 2 buteurs se sont retournés finalement dos à dos. Ils étaient face à face.
puis chacun. Match de qualité compte tenu de l'état du terrain qui était très gelé hier à Auxerre. Ici, les Auxerrois sont à l'attaque avec Zarmach précisément, qui donne à Dominique Locoli, qui s'est beaucoup engagé sur l'aile gauche hier soir. Et Dominique Locoli tente de centrer une première fois, puis il réussit la deuxième fois pour Zarmach. Et c'est finalement Ferreri qui tire à côté. 11e minute, Ferreri centre pour la tête de Zarmach, mais l'oiseau qui était très vigilant hier soir met en corner. 13e minute, Zarmach est écroulé dans la surface de réparation par Moretto. L'arbitre, M. Wurtz, siffle penalty. Et Zarmach lui-même transforme ce coup de pied de réparation. 1-0 pour Auxerre. 20e minute, Metz réagit, fait apprécier son jeu collectif et sonore centre pour la tête de Morgan, Tétoré à la parade. Là, c'est Crimo qui montre qu'il est toujours dangereux, mais Joël Batz intervient juste dans ses pieds. Et encore Crimo dans ses œuvres, dans la surface de réparation. Regardez. Encore Batz qui arrête la tentative de Crimo. Ça chauffait donc pour Auxerre. Corner de Bernade à la 31e minute. Tête de Crimo et tête de Morgan, bien seul au milieu de la défense d'Auxerre. C'est l'égalisation 1-1. Les talents individuels ne manquent pas à Auxerre. Ferreri se met en évidence. Il donne pour Zarmach qui tire sur la barre. Et Garand surgit pour marquer le deuxième but d'Auxerre. 2-1, ce sera le score à la mi-temps. Auxerre tente alors de faire le trou, mais n'y parvient pas. Malgré tout le talent de Jean-Marc Ferreri, qui a été excellent hier soir, comme souvent sur le terrain d'Auxerre et maintenant en équipe de France. On l'a vu un petit peu partout. Au départ des actions ici avec Garand, ou bien à l'arrivée sur cette action de Garand, Ferreri, 1-2 avec Zarmach, mais la balle du meneur de jeu d'Auxerre frappe le poteau. Il y a une heure que l'on joue, Auxerre a laissé passer sa chance. Metz s'en rend compte, Sonore lance sur l'aile droite, et un centre pour qui? Mais pour l'inévitable Crimo qui met son pied pour inscrire son 20e but et consolider sa première place au classement des buteurs. Un Crimo complètement transformé. Cette année, disons que par rapport à les autres années, j'ai remarqué toujours 12-13. Cette année, bien sûr, j'en ai essayé à 20. Mais je crois que si je suis devant, si je suis le premier buteur, je crois que ça a dû bien sûr à toute l'équipe. Parce qu'il faut dire quand même qu'on a des bons éléments comme Zens, comme Corbos, comme Bellus. Et j'ai même Solor. Je crois que sur l'ensemble, je peux dire, si je suis à 20 buts aujourd'hui, je dois beaucoup aux joueurs. Mais pour moi, je ne suis pas vraiment étonné de cette place-là, puisque cette année, ça marche très très bien. Bien sûr, si c'est plus Crimo qu'on a connu, c'est peut-être un autre. Et cette année, ça tombe très très bien pour moi. J'arrive dans ce club, il n'y a pas de problème, il y a un bon climat au sein des clubs, dirigeants, supporters. Je crois que tout en ensemble qui fait que je suis très très bien à l'aise pour le moment. Crimo qui rit et Auxerre qui se rue à l'attaque en fin de match pour arracher la victoire. Un corner qui ne donne rien malgré la montée de Janas. Ici, Garand échoue sur Tétoré. Et là, sa reprise de la tête est repoussée juste sur la ligne par Sonore. Ce qui ne plaît pas du tout à ce supporter qui est expulsé du terrain par les gendarmes. Et score final 2-2. Bien, donc on a vu début, là ça y est, et on va... Alors Crimo est en tête du classement des buteurs avec 20 buts maintenant. C'est vraiment une très très belle performance de la part de Crimo. Je pense qu'on reviendra sur sa réussite dans un prochain magazine dans Téléfoot. Maintenant Tour-Lille. Alors si Fourou cherche des buteurs pour le 15 de France, bon il y a Crimo, il y a Zarmach et Polonais, c'est difficile, mais vous avez rencontré des buteurs à l'Inteler à Tours pour le match Tour-Lille. Il y a quelques étrangers parmi eux aussi. C'est vrai que les buteurs de Lynx sont plus performants que ceux de Fourou, ceux de Fourou ont été hier. Mais Blanco a failli jouer au football. Absolument. Et Delionis a toutefois bien joué et marqué 2 buts hier soir. Et vous voyez, Lille et Tours ont joué au chat et à la souris hier soir, pendant une demi-heure au moins. Et ici, Déon, centre. Ferrigno dévie
pour Onis qui amortit de la poitrine, un retourné, la balle au-dessus de la caisse de Bergerot. 44e minute, tour domine, pourtant la marque est toujours vierge et Ferrigno, vous le voyez, est bousculé par Dreossi. Le penalty est très discutable. Tour ouvre la marque, 1-0. En deuxième mi-temps maintenant, les Bleus invitent Lille à faire le tour du propriétaire et une invitation dont Lille se passerait bien. Et regardez, un centre de Guy Lacombe, Ferrigno a repris, poteau, la balle est repoussée. « 63e minute, Delioni s'infiltre, prouve et se prouve qu'il est toujours un goléador. 2-0. Nous le revoyons. Et puis une poignée de secondes après, Onis a surpris tout le monde, le public, la défense de Lille et notre caméraman. 3-0. Lille est étouffée malgré quelques réactions des Lillois. Des réactions à l'initiative d'Henri, de Péan et de Dreossi qui tire ici. 75e minute, Onis est libéré. Il donne libre cours à ses facéties. Il passe au milieu de 4 rouges. Et après ce petit 1-2 avec son camarade Guy Lacombe, la balle change d'aile. Un centre de Déon, Ferrigno, Onis a suivi, 4-0. Onis qui avait beaucoup de problèmes de confiance, qui admet avoir raté sa saison, être passé à côté de sa saison, mais qui ne cherche aucune excuse, même s'il m'a confié avoir eu quelques problèmes familiaux cette année. Et là, Ferrigno marque. Onis, vous le voyez, n'était pas loin. Une minute plus tard, Guy Lacombe s'infiltre tout seul. Il passe en revue toute la défense lilloise, tire, Bergerot repousse, Guy Lacombe suit et inscrit le 5e but de tour, 5-0. Ici, les dernières minutes du match et les dernières cartouches de tour. Alors que nous revoyons ce but de Guy Lacombe. Un coup franc. La balle est repoussée et regardez Polagnoc. Tire. La balle est repoussée par Bergerot. Ça repart pour Lille avec Dreossi. Planck. Déon. Onis. Vérel qui est copieusement sifflé. Parvient à passer et qui rate son shoot. Enfin, le dernier coup franc de tour et le dernier arrêt de Bergerot. Tour l'emporte donc 5-0 devant Lille. Beaucoup d'artifice. Absolument. Bien, on va enchaîner avec Lens-Brest. Philippe Pouy, alors vous avez le droit à la surprise du jour. Oui, effectivement, je crois que surprise c'est le mot qui convient, puisque Brest a remporté sa première victoire à l'extérieur. Quant aux Lensois, eux, c'est leur première défaite qu'ils ont encaissée à domicile. Et pourtant, Lens a dominé, surtout en première mi-temps. La première action dangereuse, une des premières tout au moins, car ça n'a pas arrêté tout au long de cette première mi-temps. C'est Ogaza qui se l'est créé, il efface le Maguérès, rentre dans les 16 mètres. Malheureusement, vous le voyez, il rate complètement son tir. À Brest, en ce moment, ça ne va pas très fort, car vous savez, il reste sur 2 défaites, 5-0 à Monaco,
et 3-0 à domicile face à Nancy. Alors on a tenté quelque chose, et ce qu'on a tenté, eh bien, c'est Vabec au poste de libéraux. C'est une nouveauté. Vabec est le meilleur buteur, et là vous l'avez vu, il est en position de libéraux. Il le restera tout au long de la partie, et cela aura une importance prépondérante. 24e minute de la rencontre maintenant. Kravzik a donné à Piet, Flack pour Sénac. Longue balle de Sénac pour la droite, finalement tête de le Maguérès. Zverev récupère face à Honorine, mais finalement il réussit à reprendre le ballon. La balle pour Brisson, Vercruis, et finalement qui arrive? Eh bien Philippe Piet, vous l'avez vu, qui marque le premier but de la rencontre. Vous le revoyez, ce but, un bel écran de Vercruis et une remarquable reprise de Philippe Piet qui marque son 5e but depuis le début de la saison. Les Lensois continuent de dominer, ils n'auront fait que ça tout au long de la première mi-temps, et là encore il se crée une superbe occasion avec un lob magnifiquement joué, mais un poil au-dessus de Daniel Zverev. Toujours 1-0 donc jusqu'à la 45e minute de la rencontre. Bad a donné à Vercruis, centre de Vercruis, les Brestois laissent passer, tête de Gaza et deuxième tête de François Brisson. 2-0, le match est commencé depuis 44 minutes et 35 secondes. C'est un petit détail qui a son importance, regardez plutôt ou écoutez. Et oui, on n'a même pas annoncé le but de Brisson, que catastrophe pour les Lensois. Le match est commencé depuis 45 minutes et 30 secondes. Centre, et finalement, vous l'avez vu, dans un silence incroyable, Bureau a marqué et a surpris toute la défense, qui fait qu'à la mi-temps, le score est de 2-1, mais les Brestois, eux, sont relancés. Les Lensois essaient de marquer une nouvelle fois grâce à Ogaza, qui échoue 2 fois sur Daniel Bernard, l'un des grands hommes de ce match. On arrive maintenant à la 55e minute de la rencontre. Les Brestois sont toujours menés 2-1, mais pas pour très longtemps. Regardez bien, un centre de Rico, Flack détourne et finalement c'est Leroux qui marque 2-2. C'est une surprise, et d'autant plus grande que quelques minutes plus tard, à la 57e exactement, Bernard donne pour Rico, avec encore une longue ouverture de Vabec qui va trouver Flack, mais finalement c'est Bureau qui récupère, qui prend tout le monde de vitesse, et de 20 mètres décoche un tir de 20 mètres, donc un tir du gauche qui surprend Gaëtan Huard, et c'est un petit peu la réédition du match Nantes-Metz à l'automne dernier, qui avait vu la victoire de Metz à Nantes. Là, regardez bien, vous revoyez ce but de Bureau, du gauche et de 20 mètres. 3-2 donc, après 57 minutes de jeu. Il reste à ce moment-là aux Lensois à revenir. Ils ont une demi-heure pour le faire, mais vous savez, ils vont échouer en permanence, là, à la suite de ce coup franc tiré par Flack. Et une de leurs plus belles occasions maintenant, à la 70e minute, Kravzik qui échoue sur Bernard, et ensuite c'est Piet, la mêlée, et finalement Bernard qui s'empare du ballon. 75e minute donc de la rencontre, encore une ouverture, et l'incident du match, Zverev a tiré, Honorine l'a un petit peu chargé, l'arbitre M. Bouillet a sifflé pénalty, ce n'était pas évident, mais il va y avoir une justice, puisque Brisson est chargé de tirer ce pénalty, et oui, Daniel Bernard réussit à mettre en corner, un corner qui ne donnera rien. Dans les dernières minutes, le forcing des Lensois, toujours donc forcing des Lensois, avec Vabec qui réussit à mettre la balle sur le montant. Il a eu de la chance, là, le libéraux de Fortune de Brest. Et puis, dans les dernières secondes de la partie, à la suite de cette action de Leclerc encore, qui était rentré en cours de match, un nouveau tir de Philippe Vercruis sur le montant. Regardez. Et oui, en plus, les Lensois n'ont pas eu de chance. Tête de Gaza au-dessus. Et finalement, donc, 3-2 pour Brest, pardon, qui bat Lens. Et la première défaite. Ouais, ouais, c'est ça, et petit coup de chapeau quand même à cette équipe de Brest. Il y aura certainement beaucoup de monde la semaine prochaine à Brest, et vous y serez, Jean-Pierre Draglu, je crois, pour le match Brest-Mulhouse. En attendant, vous avez suivi hier soir Rouen-Strasbourg, et l'équipe de Robert Vico se défend bec et ongle. Oui, il est très difficile de gagner à Rouen, vous savez, ils sont invaincus, je crois, depuis environ 3 ans. Alors hier soir, ça se passait au stade Robert Diochon, et nous allons le voir en 1 minute 30.
Et comme à l'habitude, au stade Robert Diochon, bien sûr, les Diables Rouges démarrent à 100 à l'heure et ils ont bien failli marquer ici. Et pourtant, à la 31e minute de jeu, ici sur ce coup franc, joué par Berthaud, Rouen va voir son écrasante domination récompensée par un but marqué par Clem Cany, ici, de la tête. 1-0 pour Rouen. On joue depuis une demi-heure. Ce premier but pour les Normands. Coup franc de Berthaud, Raspolini qui dévie, Beltramini et Clem Cany ici de la tête. Les Normands maintiennent leur pression et quelques secondes avant la mi-temps, ils vont marquer un deuxième but. Mogis ici, dribble, centre. Beltramini en retrait. Tir de Clem Cany et but 2-0. C'est en fait le pauvre Dutchman qui marque contre son camp. 2-0 pour Rouen. On revoit cette action. La défense strasbourgeoise qui s'affole. Et Dutchman qui marque contre son camp. 2-0 à la mi-temps. Au cours de la seconde période, les Alsaciens vont retrouver leur calme et parviennent à équilibrer le jeu. Et c'est ainsi qu'à la 70e minute, ils vont réduire le score. Bettencourt ici, et c'est Maufroy qui marque. 2-1 pour Rouen, qui est un but insuffisant bien sûr pour les Strasbourgeois, qui ne peuvent empêcher les Normands de l'emporter et de rester invaincus, donc à domicile. Alors pour ce qui est du match Bordeaux-Bastia, eh bien nous devions recevoir les buts par nos amis de FR3 à Bordeaux hier soir après le match, et comme il n'y a pas eu de but, ben, ils nous ont rien envoyé. Je vous en dis quand même deux mots de cette rencontre, 0-0 entre Bordeaux et Bastia. D'après la dépêche de l'AFP, eh bien les Bordelais n'ont jamais pu trouver la faille dans une défense corse très regroupée et superbement commandée par un Yard et François. Et privé de Trésor, Girard et Lacombe, les Girondins n'étaient samedi que le souvenir de la fringante formation du début de saison et ont joué devant les Corses une médiocre partie. Donc 0-0 pour Bordeaux. Lens accroché, donc Nantes qui a fait match nul, je vous l'ai dit en début de cette émission, et nous verrons tout à l'heure comment. Eh bien, on s'intéresse maintenant à autre chose qu'au titre, car on ne voit pas comment le titre peut échapper aux Nantais, et on a voulu savoir quel genre de record pouvait battre les Nantais en dehors du fait d'être champion. Eh bien, il existe tout un tas de records, le record de la meilleure différence entre le champion et le deuxième, la meilleure attaque, la meilleure défense, et Didier Roustan s'est livré un travail de fourmi cette semaine pour vous communiquer ce petit journal des records du championnat de première division. Record à battre. Vanderen et Lille sont les vainqueurs du premier championnat de France professionnel. Lille termine avec 5 points d'avance dans le groupe A et battra en finale l'AS Cannes, vainqueur du groupe B. Les championnats qui suivront seront très équilibrés et en 37, on aura recours au goal average pour départager Marseille et Sochaux. Il faut attendre 1950 et les Girondins de Bordeaux pour voir le record de Lille battu. Lille 5 points d'avance, 17 ans plus tard, Bordeaux 6 points d'avance. Un nouveau record est établi 8 ans plus tard avec René Billard et le Stade de Reims, 7 points d'avance sur Nîmes, Monaco et Angers. Cette même équipe de Reims égalera son record peu de temps après, encore 7 points d'avance. Le FC Nantes, vainqueur du championnat 65-66, fera aussi bien que Reims, c'est-à-dire 7 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Et puis, Bosquier et Saint-Etienne arrivent. Le record est pulvérisé, 11 points d'avance sur Nice en 67-68. Le regretté Hitchcock en était, paraît-il, malade. Avec l'AS Saint-Etienne, pas de suspense, et 2 ans plus tard, encore 11 points d'avance, mais cette fois sur Marseille. 11 points d'avance, c'est donc le record. Fontaine, Copa, Piantoni, Vincent, Reims a marqué 109 buts en 1960, mais il y avait 20 clubs. La meilleure moyenne revient donc à Lille, 3 buts par match. Là, il y avait 18 clubs, bien sûr. Pour l'instant, Nantes n'a qu'une moyenne de 2,04 buts par match. Le record de Lille n'est donc pas prêt d'être battu. Les meilleures défenses maintenant. Lopez et Saint-Etienne détiennent pour l'instant le record. Sochaux et Saint-Etienne à 2 reprises n'ont encaissé que 26 buts, mais la meilleure moyenne revient à Saint-Etienne saison 80-81, car cette année-là, il y avait 20 clubs. 0,68 buts encaissés par match en moyenne. À 14 journées de la fin, Nantes a une meilleure moyenne, 0,66 buts par match. Enfin, pour terminer, un record qui sera encore difficile à battre, Beretta et Saint-Etienne, saison 73-74, 66 points en 38 matchs, moyenne 1,73 points par match. Là, Nantes est tout de même assez loin, 1,58 points par match. Voilà, et cette analyse de Didier Roustan donc, avait été enregistrée avant le match d'hier, et ça n'a rien changé, puisqu'hier, Nantes a fait match nul 0-0, donc pas de changement dans les chiffres, et le record à battre est de 11 points d'écart. Les Nantais pouvaient en grignoter un hier, passer de 7 à 8 s'ils avaient battu Laval, mais ils n'ont pas battu Laval. Des Nantais qui ont été peut-être un peu trop relax face à une équipe très motivée. Les joueurs de Laval étaient toujours accrochés au basque du porteur du ballon, toujours prêts à bondir, comme vous venez de le voir. C'était Krause, au nez, qui se retrouve nez à nez avec Rio et Bossis. La sagesse, c'était le tir. Il a tiré. Rio et Bossis, nous les retrouvons.
essayant d'organiser les attaques nantaises. C'était très difficile pour eux compte tenu de l'énorme présence de l'équipe des joueurs de Michel Le Milinaire. Là, coup franc tiré par Oscar Muller. Il faisait sa rentrée, dégagement du coin de Jean-Pierre Tempé qui met Bouygues KO. Mais Bouygues se relèvera, l'attaque n'est pas terminée. Les voici qu'ils reviennent, les Nantais avec Amis. C'est une sortie de but, Amis bousculé par Miton. Il y aura beaucoup d'accrochages au cours de cette rencontre. Et M. Lopez a souvent oublié de siffler des fautes. Mais le match n'a jamais dégénéré. Et là, vous allez voir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Maxime Bossis se piégé par Philippe Redon. Ça vaut un ralenti, ça n'arrive qu'une fois par an. Voilà, Bossis part en contre-attaque tranquillement, il est sûr de lui. Et la surprise, Redon, et il n'en revient pas, il se retourne, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le ballon, mais il n'y aura pas de conséquences. Beaucoup de coups francs, je vous l'ai dit, en voici un tiré par Miton. Et encore une faute, cette fois c'est Ayache sur Krause. Et encore un coup franc bien placé pour les Lavallois. C'est Miton qui tire souvent les coups francs, qui a un bon pied gauche. Et Bertrand Lemann, qui n'a eu que 2 arrêts à faire en 90 minutes, eh bien, n'a pas failli à sa tâche. Les Nantais donc toujours en difficulté face à ce pressing de Laval. Des Nantais qui ne sont pas au mieux de leur forme actuellement. Leur difficile qualification en Coupe de France la semaine dernière contre Melun en témoigne. Et le match dégénère un petit peu. Là, c'est entre Rabier et Halilhodžić, une fois, 2 fois, sous le nez de l'arbitre qui a enfin vu ce qui se passait. Et on a failli aller beaucoup plus loin. Du calme. Et c'est un coup franc tiré par Thierry Tussaud. Dévié par le mur et bien arrêté par le gardien international Jean-Pierre Tempet. 0-0, il est 9h15, c'est la mi-temps. En deuxième période, changement de style côté Lavallois, peut-être à cause de la fatigue. Une équipe de Laval beaucoup plus repliée, qui ne tentait presque plus sa chance en attaque, qui a subi le match, mais qui a su le contenir. Amis qui a eu du mal à déborder, il parvient ici pour Baron Kelly qui est au deuxième poteau, reprise acrobatique, on croit qu'elle est dedans, non, Boson la sort de la tête. Et sur le ralenti qui va suivre, vous allez voir que même si Boson n'y avait pas mis la tête, eh bien je crois que le ballon ne rentrait pas dans les buts, mais il valait tout de même mieux assurer, comme l'a fait le libéro de l'équipe de Laval. Adoncor, fin d'Adoncor, Amis conserve le ballon, Rabier dégage, Baron Kelly s'écroule et il a mis le pied dans un trou, c'est tout simple. Halilhodžić, remise pour Tussaud, un peu long, pas moyen, rien à faire. Et nous jouons maintenant les arrêts de jeu, 90 minutes et 30 secondes, Ayache embrasse le ballon, il croit que c'est 7 fois sur ce corner. Eh bien, il a presque raison, car Tempé ne peut contrôler le ballon. Tête d'Adoncor, tête de Zvinka, tête de Touré, et encore tête de Zvinka, et recorner. Et on joue toujours les arrêts de jeu, c'est le suspense. Encore un corner tiré par William Ayache. Tête de Bossis, au-dessus, c'est terminé. Résultat donc 0-0. Un match, un résultat qui rend les Lavallois tout à fait heureux et qui ne rend pas les Nantais vraiment malheureux compte tenu des autres résultats de la soirée. Il y aura d'autres matchs cet après-midi. Mulhouse, Paris Saint-Germain, Nancy, Lyon et Saint-Étienne-Sochaux. Alors à propos de Saint-Étienne, il y a encore des informations importantes cette semaine. On a d'abord appris que Jean-François Larios avait trouvé un club en Espagne. Il s'agit de l'Atlético de Madrid, club pour lequel il a signé un contrat de 3 ans. Vous savez que Larios avait quitté Saint-Étienne en cours de saison il y a quelques semaines. Et Larios pourra jouer l'année prochaine en première division. D'ici là, il jouera avec la filiale de l'Atlético de Madrid qui s'appelle l'Atlético Madrileno en division 2. Et puis mercredi, Herbin a quitté officiellement Saint-Étienne. On a beaucoup écrit sur cette crise des Verts, ce n'est certainement pas fini, qui aboutit donc au départ d'Herbin, départ décidé par les nouveaux dirigeants. Herbin part avec l'un des plus beaux palmarès qui soit en tant qu'entraîneur, et nous allons aujourd'hui nous contenter de tirer un coup de chapeau à sa réussite sur le plan sportif. Voici donc le bilan de l'ère Herbin à Saint-Étienne, raconté par Georges Dominique. Robert Herbin, vous n'étiez pas un bavard, alors permettez-nous en quelque sorte de feuilleter votre album. Très tôt, vous faites déjà des ravages sur les terrains de la Côte d'Azur. C'est là, au Cavigal de Nice, que Garonner vous arrachera en 1957. Vous avez 18 ans, et bientôt à Saint-Étienne, vous posez aux côtés des Mekloufi, Djoléa ou Richevers.
Enfant prodige, vous faites déjà un peu bande à part et à l'aube même de votre carrière, vous tenez déjà à apporter aux plus jeunes le fruit de vos premières expériences. Mais sur les terrains de France, votre tignasse rousse s'élève déjà le plus souvent au-dessus de la mêlée. Il faut dire que votre détente est exceptionnelle et que vos qualités athlétiques dépassent largement la moyenne. Vous auriez pu être l'un des meilleurs défenseurs centraux du football européen, mais votre générosité vous poussera à occuper le milieu de terrain. L'équipe de France, bien entendu, vous ouvre grand les bras. De 60 à 68, vous porterez 23 fois le maillot frappé du coq. Dans l'équipe de Saint-Étienne, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous avez été heureux de retrouver vos camarades de l'équipe de France? Ah oui, très heureux, vous savez. Surtout que j'ai participé au dernier match de l'année dernière avec l'équipe de France. Ça s'est soldé sur une défaite. Et malgré tout, quand on perd un match, c'est pas très agréable. Alors on aimerait toujours recommencer avec une victoire. Printemps 62, première Coupe de France. Vous récidivez ici en 68 à Colombes, année où votre équipe réussit son premier doublé, Coupe Championnat. Le joueur et capitaine Herbin s'offriront alors le plus beau palmarès du football français, 5 championnats, 3 coupes. Le tandem Rocher-Batteux est aux commandes, les deux hommes vous sont très proches, et lorsque l'heure est au changement, c'est à vous que votre entraîneur transmet les commandes. Vous n'avez que 32 ans, nous sommes en 72, Saint-Étienne se prépare de beaux jours avec le trio Rocher, Herbin, Garonner. Votre palmarès d'entraîneur sera alors encore plus fourni que le précédent. 4 titres nationaux, dont s'il vous plaît 3 consécutifs. Et avec votre capitaine Larquet, vous lancez une véritable OPA sur le football français. Sur le banc, on vous surnomme le Sphinx. Mais derrière, votre équipe met le stade en ébullition. Rassasié au plan français, vous êtes plus que jamais gourmand de l'Europe. Vos ambitions de joueur n'avaient pu complètement se réaliser dans un football français trop artisanal. Vous le conduirez alors au vrai professionnalisme. Il y aura Split, puis ici en 76, la fameuse soirée contre Kiev. Turkovic, Piazza, et oui, chez vous, un sourire inhabituel. Vos joueurs viennent de remonter leur handicap de 2 buts, et c'est la prolongation. Un ange va alors passer par là, Dominique Rocheteau. Saint-Étienne vient d'accéder à la demi-finale, et quelques semaines plus tard, ce sera le fameux billet pour Glasgow. Une sorte de marée verte déferle alors sur la France. Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, Herbin deviennent les noms les plus célèbres du pays. En 20 ans de Coupe d'Europe, aucun club français n'avait réussi à être à l'affiche d'une finale. Mais ce 12 mai à Glasgow, les dieux du football ne sont décidément pas du côté de Battenay et ici de Révély. Ils se sont plutôt rangés du côté allemand, du côté du Bayern de Munich et de Roth. Franz Beckenbauer vous a soufflé le trophée. Pour vous, la coupe a déjà un goût amer. Et ici, malgré les apparences, le triomphe n'est pas total. Paris vous accueille le lendemain, car malgré la défaite, les Verts se sont conduits en héros. « 76, 82, 6 ans ont passé. Les sourires sont de circonstance au printemps dernier, car dans la famille verte, c'est déjà la grande brouille. Herbin, Rocher ont divorcé, et comme les couples célèbres, votre séparation fera du bruit, beaucoup de bruit. On ne verra plus votre profil aux côtés de celui de l'homme à la pipe, et c'est en fait le 3e personnage de ce document qui fera l'affaire. Ainsi s'achève pour vous un quart de siècle à Saint-Étienne, apparemment sans trop de cheveux gris, et c'est bien là l'essentiel. Voilà, et Saint-Étienne continue, bien entendu. Saint-Étienne jouera cet après-midi, je vous l'ai dit, contre Sochaux. Le classement de première division, classement provisoire, puisque 3 rencontres auront lieu cet après-midi. Nantes compte donc toujours 7 points d'avance sur Bordeaux, 2e avec 32 points. 3e Lens, 29, 4e Laval, 29. Ce sont les équipes dites européennes. Monaco a 1 point de retard et PSG cet après-midi peut entrer dans le carré d'as. 5 points entre Metz qui est 10e, vous allez le voir, et Mulhouse qui est dernier. Mulhouse et Lyon jouent cet après-midi, mais quoi qu'il arrive, ces deux équipes
resteront en queue de classement. Les résultats de deuxième division maintenant avec le groupe A. Rennes reprend le large en gagnant à Guingamp alors que Nîmes a été tenu en échec sur son terrain par Angoulême. Valenciennes reste à l'affût de même que le Racing. 4 victoires à l'extérieur. Pour Châteauroux, Montpellier, Neulémine et Rennes. Premier Rennes avec 38 points. Deuxième Nîmes 35. Troisième Valenciennes 34. Quatrième le Racing Parisien 33. Le groupe B. Reims piégé par le Red Star. Nice peut reprendre la tête cet après-midi. Toulon, victoire à l'extérieur pour Besançon et Grenoble. Premier Reims avec 36 points, deuxième Nice 35, troisième Toulon 34 et quatrième l'Olympique de Marseille avec 32 points. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France qui a eu lieu vendredi dernier chez nos amis de RTL fait par Linda de Souza et Didier Pironi. 5 matchs entre équipes de première division. Les rencontres auront lieu les 5 et 6 mars pour les matchs allés et 12 et 13 mars pour les matchs retour. Autrement dit, c'est exactement comme pour les élections municipales. Et donc, la grosse affiche, c'est Lens-Bordeaux, puis Metz-Brest, Nancy-Laval, Mulhouse-Monaco et Bastia-Lille. À noter que Saint-Étienne n'est pas trop mal tombé, ce sera Martigues ou l'INF-Vichy, je crois, car les deux équipes n'ont pas encore joué. Tours-Marseille, match très intéressant à suivre. De 24 heures après le match PSG-Bordeaux, qui sera un des grands chocs de la 26e journée du championnat, et 3 jours avant le match de Coupe d'Europe PSG-Waterschei. Bon dimanche, au revoir, merci. Waterschei, pardon.